Bienvenue. Nous voici au début des années 90. Dans les foyers, les ordinateurs se démocratisent, notamment les PC. En effet, les différents et nombreux constructeurs des années 80 qui n'ont pas pris le virage de la machine 16 bits ont disparu, et les autres, Atari, Commodore ou encore Apple, malgré des machines innovantes avec des interfaces graphiques évoluées, doivent faire face à l'inexorable montée en puissance des PC. Ces derniers ne sont plus de grosses unités centrales surmontées d'un écran en texte monochrome, mais sont désormais joueurs avec des capacités graphiques et sonores toujours plus performantes. Ici, sur ma table, c'est mon premier PC, de 1995, une tour proposée par Modulux, une marque canadienne. 8 Go de RAM, un disque dur de 750 Go, écran VGA, la machine est livrée avec un DOS 6.22 et j'ai opté pour un Windows 3.1. C'est aussi ma première machine avec un lecteur CD-ROM. Qui dit CD-ROM dit multimédia. Le CD peut contenir des programmes, des images, des vidéos, de la musique. L'ordinateur peut désormais quitter le bureau du professionnel ou la chambre du geek de l'époque et être plus facilement utilisé par tous les membres de la famille. Néanmoins, le multimédia ou son accès nécessite toujours d'avoir l'installation informatique adéquate, de démarrer le système, arriver sur son interface DOS ou Windows 3 et lancer l'application qui est sur le CD. Certains fabricants ont visé à se débarrasser de tout ce matériel technique et ont proposé aux consommateurs un appareil multimédia simple d'utilisation pour toute la famille et relié au téléviseur du salon. En septembre 1992, Philips propose en France son CDI, le Compact Disc Interactif. Le but est de faire mieux qu'une console de jeu pour moins cher qu'un ordinateur. Le CDI de Philips peut lire plusieurs formats de CD. Des CD de jeux interactifs sont édités, mais on se souviendra aussi de l'encyclopédie interactive par exemple. L'appareil était piloté à l'aide d'une manette de commande. Philips a sorti plus de 20 modèles différents de CDI jusqu'en 1997, où ce projet a été abandonné. De son côté, Commodore a sorti le CD-TV en France en juin 1991. Le design fait penser à une platine laser ou à un magnétoscope, ce qui permettra à cette machine de rejoindre le téléviseur familial. Ici aussi, pas besoin de connaître l'informatique pour utiliser cet appareil à vocation multimédia. L'encyclopédie interactive faisait partie du catalogue et quelques titres ont été développés pour cette machine. Mais on retrouvera aussi de nombreux jeux de la gamme Amiga. Le CD-TV est arrêté en 1993, un peu avant la faillite de Commodore. Pour Philips avec son CDI et Commodore avec son CD-TV, ce fut un échec commercial. Philips a vendu environ 1 million de CDI et Commodore moins de 80 000. J'ai eu la chance de récupérer un CD-TV et nous allons en faire le tour et voir ses accessoires. Pour la petite histoire, j'ai trouvé ce CD-TV sur un site d'annonce avec un prix à 2 chiffres, un peu avant l'année 2010. Mais il était loin et il fallait que le vendeur l'expédie, chose que je n'aime pas trop avec ce genre de matériel. Coup de bol, je fais partie d'un club qui n'a rien à voir et dont l'assemblée générale se tenait cette année-là dans la ville exacte du vendeur du CD-TV. Rendez-vous est donc pris à la date de l'AG et le carton est simplement arrivé dans le coffre de ma voiture. Avant de repartir, le vendeur me demande si je veux l'écran qui va avec. Sinon il le jette. Ah bah oui, je veux bien vous en débarrasser. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Comme vous le voyez, le CD-TV se fond parfaitement dans les éléments hi-fi de l'époque dont les façades sont noires. Je vous laisse 5 secondes pour le trouver. Les clients ne doivent pas l'associer à un ordinateur ni à une console de jeu. La cible marketing n'est en effet pas la même. Bon, je vous aide, il est là. Je vais commencer par une description simple des commandes que l'on trouve sur la façade. Vous avez ici le bouton Power qui permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil, une prise casque pour écouter les CD ou le son donné par la machine, et ici, un encadrement qui permet d'insérer les CD dans la machine. C'est un modèle spécial, on va voir pourquoi par la suite. De ce côté-ci, sous cette plaque transparente, nous avons le capteur infrarouge de la télécommande. Ici, il y a un affichage qui va permettre de savoir quelle est la piste en cours de lecture sur un CD ou qui donnera l'heure lorsque l'appareil sera en pause. Ici, des touches de commande pour la lecture des CD, donc
play ou pause, stop ou morceau précédent, morceau suivant. Tout à droite, deux boutons ici qui vont permettre de régler le volume de la sortie casque. Un bouton CD ou TV qui va permettre de choisir le mode de fonctionnement de la machine. Et un bouton Reset pour la redémarrer. Toujours sur la face avant, en dessous de l'afficheur, une petite trappe permet d'accéder à un port de connexion. Ce port permet d'accueillir une extension mémoire spécifique qui peut servir à la sauvegarde de vos parties ou à l'avancement de votre progression dans un CD interactif. Après ce premier point sur l'unité centrale, on va voir les différents accessoires de cette machine en commençant par les indispensables. Il faut tout d'abord pouvoir lire des CD. On connaît le mécanisme classique à tiroir, comme sur les platines laser ou les lecteurs de CD-ROM. Il existe aussi des lecteurs sans tiroir comme pour les autoradios CD. Commodore a pris une troisième option. Pour pouvoir placer un CD dans le lecteur, il faut utiliser le système de caddie. Le caddie est ce boîtier qui va contenir le CD pour le lire dans l'appareil. Ainsi, le CD sera lu un peu comme une disquette et sera protégé dans ce boîtier. La première chose à faire est donc de placer vos CD dans ces boîtiers. Ensuite, on va pouvoir enfin insérer le CD dans l'appareil. Pour l'éjection, ce bouton va permettre de récupérer le boîtier. Alors ici, le ressort d'éjection est un peu mou, donc le boîtier ne sort pas, je ne peux pas le récupérer. Je vais l'extraire avec une petite tournevis et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça aurait dû donner. Et je peux récupérer mon boîtier avec le CD. Alors au niveau look, le CD-TV, c'est noir. Donc il faut absolument avoir bien sûr un caddie noir qui correspond à la machine. Quand je vous parlais de lecture style disquette, voilà, une petite trappe à l'arrière qui permet, une fois le CD inséré au mécanisme, de faire la lecture laser sur la surface du disque. L'autre élément indispensable est bien sûr la télécommande. CD-TV Remote Controller, Remote Control Unit. Voilà, cette télécommande va permettre de piloter le CD-TV à distance. Pour par exemple écouter un CD, on retrouve les différentes touches, les touches de volume, le bouton Power, un petit clavier numérique, et on a également une forme de joystick avec le pad directionnel et des boutons d'action A et B. Voilà, en infrarouge. Il fonctionne avec deux piles 1,5 V. Donc voilà ce que l'on trouvait dans la boîte initiale du Commodore CD-TV, le CD-TV lui-même, la télécommande, le CD-ROM de démonstration, un caddie et bien sûr le câble Péritel pour le relier au téléviseur familial. Avant de le mettre en marche dans cette configuration, et s'il veut bien démarrer après un long sommeil, on va continuer à lister les accessoires disponibles. Alors, pour les technologies employées dans le CD-TV, Commodore ne s'est pas embêté. C'est simplement un Amiga 500 relooké, équipé de 1 mégaoctet de RAM. La forme de la carte mère a changé pour un format plus carré. Comme c'est un Amiga à l'intérieur, il faudrait avoir un clavier pour l'exploiter en tant que tel. Voici le CD 1221. C'est ni plus ni moins qu'un clavier d'Amiga. On reconnaît les deux touches Amiga de chaque côté de la barre d'espace. Ce clavier est bien sûr en livrée complètement noir. La connexion à l'unité centrale se fera par fiche Minidin. On peut comparer ce clavier au clavier de l'Amiga 500 ou au clavier de l'Amiga 1200. C'est exactement la même disposition, la même taille et le même toucher. Il existe une version de ce clavier avec des touches blanches et grises. Et si on le trouve entièrement blanc, c'est qu'il s'agit d'un clavier d'Amiga 3000 ou 4000. Pour être complet, en plus du clavier, il faut une souris, mais elle ne sera pas blanche. Ce serait bien un modèle noir.
La référence de cette souris est la Commodore modèle CD1253. Au bout de ce long câble, on retrouvera bien sûr la connectique Mini-DIN. Alors voilà, on commence à être bien, mais pour jouer à l'Amiga, il ne nous manque plus qu'un lecteur de disquette. Vous connaissez le vénérable lecteur 1010 sorti en même temps que l'Amiga 1000. Néanmoins, à l'époque de l'Amiga 500, on a surtout utilisé des lecteurs sans marque affichée, comme celui-ci. Mais il y avait un modèle dédié à l'Amiga 500, c'est le 1011 qui est blanc. De ce fait, Commodore a donc sorti le CD 1411 pour le CD-TV. Ces lecteurs sont techniquement identiques. En parlant de lecteur, vous connaissez forcément le dataset 1530. Et donc, par la suite, Commodore a sorti le modèle 1531 en noir avec une connectique Mini-DIN. Bon, il fallait que je la fasse celle-là. Ces lecteurs de cassette concernent le Commodore 64 et 116 ou plus 4. Ils font partie du monde des 8 bits et ne concernent absolument pas le CD-TV. J'oubliais. Pour profiter pleinement des jeux, on a besoin des joysticks. Le pad présent sur la télécommande infrarouge est peu ergonomique et manque de réactivité sur ce lien par infrarouge. Hélas, le CD-TV ne propose aucune prise permettant de brancher des joysticks DB9. On peut passer par un adaptateur double DB9 vers Mini-DIN, mais il faudra alors utiliser une souris DB9. On peut aussi modifier le CD-TV et amener des prises à l'arrière. Commodore a prévu un ultime accessoire, le CD-TV transmetteur, ou CD1200. Je sens que vous allez faire un malaise et tomber de votre chaise. Rassurez-vous, je ne possède pas, hélas, ce transmetteur. J'ai quelques photos issues d'articles de presse ou du web. Tout d'abord, le CD1200 reprend les touches de la télécommande de base. Il propose un trackball central avec 2 boutons d'action en haut à droite. C'est bien mieux que de diriger le curseur avec les 4 directions du pad de la télécommande. On peut brancher ce transmetteur par câble au CD-TV ou alors l'utiliser avec l'infrarouge. Pour cela, il faudra alors l'alimenter avec des piles. Et enfin, il propose sur sa face avant 2 ports DB9 pour connecter nos joysticks favoris. Il y a parfois des annonces de vente pour ce transmetteur, mais le prix dissuade immédiatement. Personnellement, j'accepte les dons et serai heureux de vous débarrasser de cet accessoire. Merci à vous. Avec tous ces équipements, notre CD-TV commence sérieusement à se démarquer de la platine laser ou du magnétoscope de salon. Il peut prétendre à avoir un rôle autonome loin du téléviseur. Mais pour cela, il lui faut un écran dédié. Dans le monde Amiga, un des premiers moniteurs était le 1081 dont la coque fut réutilisée pour de nombreux autres modèles. Par exemple, ce 1084S stéréo. C'est de la technologie Philips à l'intérieur et on en trouve d'ailleurs sous cette marque. Puis changement de carrosserie sur les modèles suivants, par exemple avec ce 1085S. Le bouton marche arrêt n'est plus en façade. Il se situe désormais dans le coin arrière droit. Pour ces CD-TV, Commodore a sorti ce moniteur en noir, mais toujours badgé Commodore. Eh bien, je n'ai pas ce moniteur, j'ai autre chose. J'ai la version Philips CM8521 en noir, avec la caisse des premiers modèles à interrupteur en façade.
Je pense qu'il est moins rare que le 1085S et est surtout bien plus abordable. Ce moniteur n'est que RGB et propose moins de réglages que la version 1084S. Voyons maintenant l'envers du décor avec la connectique proposée à l'arrière du CD-TV. Alors on trouve tout d'abord ici une grille pour le ventilateur qui va refroidir l'alimentation et la connexion ici pour l'alimentation électrique. Sur le dessus, on va retrouver différents ports que l'on connaît déjà au niveau de l'Amiga. La sortie vidéo, un port parallèle, un port série, le connecteur pour brancher les lecteurs de disquettes et la sortie stéréo RCA. Par contre, au lieu des deux ports DB9 dédiés aux souris ou au joystick, on va retrouver les mini DIN, une pour le clavier et une pour la souris. En comparaison ici avec un Amiga 500, on retrouve les mêmes connexions, mais ici les deux DB9 pour les prises joystick et souris. La prise d'alimentation, elle, est décalée à part. Nouveauté par rapport à l'Amiga 500 et aux autres Amiga, Commodore a rajouté deux prises MIDI, entrée et sortie. Atari proposait déjà ces prises MIDI depuis le début de la gamme ST. Il n'est jamais trop tard, et cela évite ici d'avoir acheté un adaptateur MIDI à brancher sur un des ports arrière. Si on a besoin de piloter des appareils compatibles MIDI, bien sûr. Enfin, le CD-TV propose deux slots d'extension supplémentaires. Ils permettent d'enficher des cartes additionnelles pour upgrader le CD-TV. Par exemple, sur le port d'extension à gauche, on pouvait y placer une carte contrôleur de disque dur SCSI. Le slot de droite est dédié à la vidéo. Ici, mon CD-TV est équipé d'une carte avec une prise Péritel. La norme Péritel permet d'envoyer ou recevoir des signaux vidéo avec le son. J'ai bien ici un CD-TV prévu pour le marché français, car pour commercialiser un appareil vidéo en France, il devait être équipé de cette prise, que ce soit une TV ou un magnétoscope. Cette obligation n'a été levée que très récemment. Voici un exemple de carte. La CD 1301 est un module Genlock qui permet de mixer une image du CD-TV sur une vidéo en entrée. Voici comment se présente ce genre de carte. On peut l'insérer à l'arrière du port du CD-TV comme ceci. Cette carte comporte une entrée vidéo composite et une sortie vidéo composite ou une sortie S-vidéo. On trouve cette petite clé en accessoire. Cette clé permet de retirer plus facilement un module inséré dans le CD-TV. Bien, en ce qui me concerne, on a fait le tour de mon CD-TV. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas cette machine, elle devrait être déjà moins mystérieuse. Reste maintenant à faire circuler les électrons dedans et voir ses différents modes de fonctionnement. Néanmoins, le temps passe plus vite qu'on ne le ressent et je me suis rendu compte que mon CD-TV a finalement passé au moins plus de 5 ans dans un carton. Je ne souhaite pas faire de vidéo de mise à feu au sens propre et je vais plutôt d'abord vérifier son état, notamment la partie alimentation. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo consacrée au CD-TV en action. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas rater mes prochaines productions. Merci.